Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui retour aux séries puisque arrive justement une série qui s'est longtemps fait attendre et je veux bien sûr parler de 1899 sortie cette semaine sur Netflix et là vous allez me dire ouah quoi encore Netflix ça va être de la merde. Oui mais sauf que en ce moment ils nous ont quand même livré pas mal de bons trucs et qu'en matière de série on aura beau dire ce qu'on veut, ils ont toujours quelques pépites qui sortent du lot. Et donc oui on était largement en droit d'attendre ce nouveau programme puisque, faut quand même le préciser, 1899 est showrunné par les deux créateurs de génie que sont Jantje Friese et Baranbo Odar. Et qui c'est ces deux-là? C'est ceux à qui l'on doit l'un des meilleurs médias audiovisuels sur le voyage dans le temps depuis belle lurette, à savoir la série Dark, qui est tout simplement une dinguerie. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui sont passionnés de SF, dépêchez-vous de rattraper ça avant que je vous maudisse sur 5 générations. Et pour ceux qui craignaient de voir un truc à la Derrick, du fait que ce soit allemand, sortez de votre grotte, on n'est plus au Moyen-Âge. Dark, c'est l'une des séries les plus ingénieuses et audacieuses que vous pourriez voir, avec donc un début, un milieu et une fin, mais à la condition que vous restiez concentré et que vous vous munissiez préalablement d'un crayon et de papier et que vous ayez un bon niveau de patience face au casse-tête. Donc les amateurs de voyage dans le temps façon Marvel, remballez le stand, on est 12 crans au-dessus là très clairement. Donc bref, masterpiece avec cette série, c'est simple, seul Severance a réussi à me faire le même effet point dans ta gueule. Mais bref, passons cela, puisque donc les deux showrunners, après le succès de Dark et la satisfaction de Netflix, avaient re-signé avec cette fois l'envie de livrer un thriller horrifique, dont l'écriture leur avait demandé pas mal de taf, et rien que déjà pour ça, tu te dis, bon, ok, là en gros ils t'annoncent qu'ils n'ont pas décidé de se reposer sur leur laurier, et c'est complètement cool franchement. Pour cette série, donc, qui va raconter qu'en 1899, d'où le titre, un bateau au départ de Londres avec à son bord des migrants de toute origine prend le large afin d'offrir potentiellement un nouveau départ direction le rêve américain à ses passagers, mais manque de peau, en cours de chemin, ils vont découvrir un autre bateau abandonné, ce qui va légèrement chambouler leur voyage, ou carrément plutôt foutre la merde complet quoi. Mais alors la question c'est, est-ce que les showrunners ont su maintenir un même niveau de talent et de créativité pour cette série, qui est 1899, que pour Dark Eh bien mes petits chats, tout ce que je peux vous dire c'est que oui, il va vous falloir quand même vous armer de vos neurones et d'un peu de sang-froid, parce que les coquins ils se sont pas endormis quand il était l'heure d'écrire le scénario. Et d'ailleurs, pour le reste non plus. Mais avant de vraiment rentrer dans le détail, sans spoiler, car je ne veux surtout pas gâcher la moindre surprise, il faut comprendre un des contextes de la série pour savoir comment la regarder. C'est-à-dire que cette série, qui fait presque office de huis clos sur un bateau, et je corrigerai les showrunners en qualifiant plutôt ça de thriller fantastico-science-fictionnel terrifiant et pas horrifique. Donc ce que je veux dire, c'est que cette série est en fait une allégorie de la tour de Babel. Alors pour ceux qui ignorent un petit peu le mythe, je vais faire une piqûre de rappel, c'était à l'époque babylonienne où l'homme n'avait qu'un seul dialecte, donc la langue adamique, ce qui facilitait l'échange et permettait de grandes choses. Un jour, les hommes voulurent justement mettre leur savoir en commun pour bâtir une tour si haute qu'elle atteindrait les cieux et leur permettrait de rejoindre directement le paradis, sauf que il y en a un qui ne le voyait pas de cet œil-là, et c'était Dieu, qui finalement a décidé de les punir de leur orgueil en multipliant les langues au sein du peuple. De ce fait, plus personne n'arrivait à se comprendre et la tour ne put jamais être achevée. Et ainsi, les peuples décidèrent de se dispatcher dans le monde selon leur langue, donc une des premières pierres qui façonnèrent le monde et sa répartition linguistique. Enfin, grosso merdo, c'est les grandes lignes du mythe. Et bien ici en fait on est complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses nationalités à bord du bateau, et donc de nombreuses langues, qui impliquent des situations de compréhension ou d'incompréhension autour des personnages, qui sont très importantes pour la série, et que seule la VO respecte, donc il est nécessaire, et je suis pas là à vouloir jouer l'élitiste qui crache sur la VF, mais comme ici la VF fait l'erreur de traduire tous les dialectes sans même caractériser les personnages d'un minimum d'accent, forcément ici énormément de choses vont perdre du sens. Et puis ce serait aussi dommage de se priver en plus de l'authenticité du casting, dans le sens où pour jouer une nationalité on a pris un acteur ou une actrice de ce pays qui devra parler sa propre langue, qu'il soit norvégien, chinois, espagnol, allemand, irlandais, anglais, etc. Donc regardez vraiment en version originale, c'est primordial pour bien assimiler tous les tenants et aboutissants sur la compréhension entre les divers personnages. Voilà, alors ce qui est amusant avec cette série, c'est qu'on comprend très vite qu'on est face à un truc de ceux qui ont pondu Dark. C'est-à-dire qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. Un peu comme avec Vince Gilligan, quand il fait Better Call Saul, on sait dès le départ qu'on est face à un truc showrunné par le mec derrière Breaking Bad.
Bah là, c'est exactement pareil pour 1899. Déjà, le titre a 4 caractères, une multitude de personnages avec chacun leur passif. Au milieu de ça, il y a un inconnu. Il y a toujours une histoire qui va tourner autour d'un gamin. Il y a des couloirs mystérieux, des machines étranges, des symboles qu'on retrouve à peu près partout, et même plus encore que ce qu'on croit. Pareil, au niveau musical, il y a des titres référentiels de la pop culture en fin de chaque épisode, comme c'était aussi le cas pour Dark. Et même le plot de départ fait écho à Dark, puisqu'il part d'une disparition. Donc plein de petites choses qui symbolisent la marque de fabrique de Fritze et Bohodar. Mais qui là va nous plonger dans un environnement tout aussi glauque que pour Dark, mais cette fois celui de la navigation océanique, un peu lugubre quand même, qui va prendre des allures de remake de Event Horizon sur la première partie de la série, tout du moins, pour ensuite se réorienter vers d'autres choses, notamment via de très très grosses inspirations à un autre film de science-fiction, mais que je ne citerai évidemment pas, car ça vous mettrait trop la puce à l'oreille, et comme je l'ai dit, je ne veux surtout pas spoiler. Et c'est là la force des showrunners de Dark, de toujours convaincre le spectateur sur ce qu'il croit savoir, pour mieux le duper ensuite. Tout comme d'ailleurs la promo l'avait faite en forçant le trait sur ce triangle qui ne pouvait que nous conforter dans l'idée que la série traiterait du triangle des Bermudes. Et si c'est pas complètement faux, avec Fritze et Bohodar, c'est jamais aussi simple. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je déconseille de faire autre chose en même temps que de regarder la série, parce que comme pour Dark, le moindre détail a son importance. Et si c'est pas pour tout de suite, ça l'aura forcément plus tard. Donc vous amusez pas à faire la cuisine en même temps, c'est pas un programme pour ça. D'ailleurs, je parle des détails, mais la minutie du truc est complètement ahurissante, quoi. Dans le sens où, souvenez-vous, Dark faisait énormément référence à la religion, les mythes bibliques et autres, notamment à travers les noms de certains personnages. Ici, tout le décorum est basé sur la mythologie grecque, à un niveau de lecture absolument dantesque, comme le fait que le bateau disparu s'appelle Prométhéeus en référence au dieu puni à une souffrance éternelle pour avoir donné le feu à l'homme, et qui est clairement imagé dans le film à un moment précis. Le fait aussi que le bateau de nos héros s'appelle le Kerberos, donc le Cerbère, ce chien à 3 têtes, 3 comme le nombre de côtés d'un triangle. D'ailleurs, le Cerbère, animal qui gardait la porte des enfers pour empêcher les morts de s'en échapper. Référence qui ferait presque sens quand on avoisine les derniers épisodes, et j'en passe. Le fait également que le bateau soit une métaphore du monde mythologique grec, avec notamment les salles des machines au plus bas du bateau, avec ses flammes et autres, qui rappellent aussi les enfers. Les références à la boîte de Pandore, mais aussi le fait qu'il existe une infinité de couloirs formant un véritable labyrinthe, comme celui conçu par Dédale, qui permettait d'enfermer le Minotaure. Donc Minotaure à qui tous les 9 ans ont donné en sacrifice 14 personnes, et quand je dis 14, donc personnes qui étaient jetées dans le labyrinthe en comptant en plus le Minotaure, ce qui fait 15, ce n'est pas un chiffre hasardeux, mais ça faut voir éventuellement le dernier épisode pour mieux le comprendre. Bref, je vais pas tout énumérer, mais c'est une vraie fourmilière de références. D'ailleurs, je prévois très prochainement d'organiser un live sur lequel, si vous voulez, on pourra éventuellement en parler. On s'organisera des petits créneaux un peu spoilers afin d'évoquer un petit peu toutes ces références et donner peut-être de l'éclaircissement à ceux qui en ont besoin pour mieux comprendre cette série. Alors évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, donc les deux showrunners sont au scénario et Bohodar, comme pour Dark, signe la réalisation intégrale de la saison, puisque oui, on parle bien d'une première salve, ce qui fait qu'on a un truc qui, dans la forme comme dans le fond, est hyper homogène, surtout que visuellement c'est plutôt soigné et ça fourmille toujours autant de détails qui est important de prendre en considération pour la suite, comme je le disais tout à l'heure, d'autant que si à première vue ça semble moins complexe que Dark, sous prétexte que la série apporte des éléments de réponse plus rapidement qu'à la saison 1 de Dark notamment, c'est vraiment se fourrer le doigt dans l'œil à mon sens. Parce que oui, à la fin, on aurait presque tendance à finir déçu à force de comparer un petit peu légitimement à la précédente série des showrunners, donc à Dark, mais qui est un produit fini, mais qui, malgré son efficacité dès la première saison, plantait aussi son lot d'ambiguïté, il faut quand même le souligner. Et bien pour 1899, il faut laisser le bénéfice du doute et attendre de voir de quoi il en découle vraiment. Là, pour moi, c'est trop tôt, avec juste cette première salve, et ce serait vraiment sous-estimer les showrunners qui seraient capables de nous blouser complètement sur nos idées. Alors, pour revenir sur la forme, Bohodar a bénéficié du système Stagecraft, donc vous savez, ce système de salle de tournage avec des panneaux LED plutôt que des fonds verts, qu'on utilise notamment dans les séries Star Wars, mais qui fonctionne bien mieux ici, déjà parce qu'il n'en abuse pas pour tout, et ensuite en raison du contexte de huis clos, qui nécessite pas forcément de livrer de plans larges à tout prix. Néanmoins, il est capable de l'utiliser à des fins véritablement ingénieuses, notamment lorsqu'il est question de couloir, mais j'en dirai pas plus. Et le talent de Baran Bohodar rejoint à mon sens celui de John Guillermin, quand autrefois il adaptait Mort sur le Nil, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour te familiariser avec le bâtiment. Au bout de 3 épisodes, tu le connais. Peut-être même plus encore que les personnages. Donc,
un temps gagné pour mieux ausculter le fond, qui, comme je le disais, va beaucoup jouer sur la compréhension et l'incompréhension des personnages, sur ce qu'ils vivent, ou l'incompréhension entre eux, puisque on est déjà face à des personnages qui de base ont un fardeau qui leur pèse, d'où le fait que nombreux veuillent partir pour l'Amérique, mais qu'en plus, ils sont pas de la même origine. Et donc, on entre petit à petit dans de l'intrigue à tiroir, mais vous savez le genre de tiroir à l'intérieur duquel il y a une autre commode pleine de tiroirs. Et le casse-tête se met vite en place, mais même si, comme je le disais tout à l'heure, ça aurait tendance ici à donner quelques pistes, ça reste difficile de savoir de quoi il en retourne réellement, tant qu'on n'a pas vu l'intégralité. Et même ce que l'on nous montre à la fin, je suis pas certain qu'il faille le prendre pour argent comptant. Parce que, faut pas se leurrer, comme je l'ai dit, on est face au nouveau produit des showrunners de Dark. Donc à mon avis, il y a de la suite dans les idées, et je serais pas étonné qu'on se fasse vraiment duper encore une fois. Mais déjà, la majeure partie de l'intrigue repose sur les personnages et la démence qui va les ronger. D'ailleurs, le capitaine le dit lui-même, si vous avez déjà perdu quelqu'un, alors vous savez que vous mourrez avec eux, mais eux s'en vont et vous restez coincés ici seuls. Et on est complètement là-dedans, un petit peu dans cette thématique de la folie qui peut naître d'un traumatisme, quelle qu'en soit sa gravité, et à quel moment cette folie peut nous déconnecter de la réalité. Néanmoins, la série a quand même quelques défauts. Déjà, formellement parlant, il faut savoir qu'on est sur un bateau avec plus de 1000 passagers et qu'au final, tu as l'impression, quand tout est pour tout, il y en a 50. Je peux comprendre qu'on ne doive pas s'intéresser à tous, mais ça manque de vie sur ce rafio, quoi. Surtout quand tu as accès à des outils numériques adaptés pour ça. Donc, quand tu as une mutinerie fomentée par un groupe de 25 Pékins qui prennent le contrôle du bateau face à 1000 autres personnes et que l'épisode suivant va impliquer tous les passagers, tu y crois pas trop du coup, parce qu'il y a un contraste qui ne correspond pas. C'est-à-dire que là, ça joue un peu trop sur la suspension d'incrédulité. Après, tout à l'heure, effectivement, je parlais de la compréhension ou de l'incompréhension liée aux diversités de langues. Et justement, ça se tient plutôt pas mal, sauf à certains moments où, malheureusement, les personnages arrivent à se comprendre, parce que je pense qu'il y a eu quelques petits loupés, ça et là, il y a quelques petites incohérences en la matière. Alors évidemment, ça n'échappera à personne les quelques marques progressistes proposées par le programme. Après, il ne faut pas oublier qu'on est en 1899, donc une période de recherche d'émancipation de la part de beaucoup de catégories de personnes, et notamment les femmes. Et puis l'homosexualité, effectivement, il y en a toujours eu, quelles que soient les époques. Enfin, perso, j'ai pas trouvé que c'était trop forcé, ou que ça empiétait sur le reste. Après, chacun son appréhension du truc. Après, quand j'évoquais justement l'intrigue, on peut éventuellement reprocher cette intention de vouloir trop en faire ou trop mettre d'éléments, au point qu'on se demande si les showrunners ne se noient pas parfois avec leurs propres ambitions, ou tout du moins ils en mettent trop et surtout trop vite, ce qui a vite fait de rendre le truc indigeste. Mais encore une fois, je mettrai ça sur le compte du bénéfice du doute, dans le sens où je reste persuadé qu'il nous faudra avoir une vue d'ensemble, peut-être mieux comprendre tous les tenants et aboutissants, donc lorsque la série sera intégralement terminée. Mais ça passerait quand même par une phase de doute qui peut porter préjudice à la série, ça je le cache pas. Ensuite, et je dirais que c'est véritablement le gros point noir de cette série, c'est qu'elle joue trop la carte du suspense facile, en maintenant au secret des choses ou sous silence des personnages, alors qu'ils savent pertinemment que ça ne fera qu'aggraver une situation déjà tendue de base, mettant ainsi en doute la confiance des uns envers les autres, à seule fin d'arriver là où justement les scénaristes veulent. Donc, pour moi, c'est de la facilité scénaristique que je trouve presque regrettable de la part de ces deux showrunners. À titre d'exemple, moi on me pose une question toute simple. Sauf que je décide de ne pas du tout y répondre, alors que je sais pertinemment que ça va provoquer l'incompréhension, l'indignation et davantage de conflits chez les autres autour de moi, et donc des problèmes. Alors que je sais aussi qu'ils ont le droit d'en connaître, et que le fait de répondre à cette question ne serait pas plus contradictoire pour moi. On est complètement dans ça. Et pour finir, alors je vais pas dire que c'est un point négatif, c'est en fait un problème pour la série, c'est on va dire un petit point de souffrance, c'est que 1899 souffrira systématiquement de sa comparaison avec Dark. Mais d'un côté, à juste titre, dans le sens où, comme je le disais, il y a beaucoup de choses similaires à Dark, mais qui vont, hélas, lui porter injustement préjudice, dans le sens où forcément, on verra Dark comme mieux, comme plus abouti et tout ce qu'on veut, parce qu'on en attendait peut-être trop dès le départ de 1899, ou que ça ne s'orientait finalement pas sur ce qu'on imaginait déjà, et ensuite on a une vue d'ensemble de Dark, comme je l'expliquais tout à l'heure, puisque la série est achevée. Ici je le répète, c'est une première saison, donc gardons cela à l'esprit afin de prendre le recul nécessaire.
Ah, et puis évidemment, mention spéciale à Ben Frost qui re-signe encore une bande originale absolument géniale puisqu'il avait déjà officié sur Dark. Donc une musicalité qui va jouer sur des sonorités électroniques, quelques violons et autres. On est vraiment sur quelque chose de très mystique, mais vraiment de très efficace, qui fonctionne parfaitement avec l'univers qui nous est proposé. Voilà, j'en dirai pas plus sur cette série, découvrez-la, prenez-y plaisir, prenez-la comme une sorte de jeu, une sorte de casse-tête ou une sorte d'escape game un petit peu, mais éclatez-vous en la regardant et prenez, comme je le disais, du recul par rapport à la série Dark, puisque il faut aussi savoir couper les ponts par rapport à ça et accepter justement la différence. Voilà, j'en ai véritablement terminé cette fois. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Armageddon Time. Il fallait trouver Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, sorti en 2001 et réalisé par Peter Jackson. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!